Bienvenue à Femmes innovantes, une série de balados présentés par Randstad Canada dans le cadre du programme Les femmes qui transforment le monde du travail. On y explore des stratégies gagnantes pour naviguer dans un marché du travail en constante évolution grâce à une série d'entrevues inspirantes avec des femmes audacieuses et passionnées qui façonnent le monde du travail de demain. Bonjour, je suis votre animatrice Marie-Noëlle Morancy et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Chris Bergeron, vice-présidente expérience et contenu chez Cossette. Bonne écoute! Chris, bonjour. Bonjour. Tu as commencé ta carrière dans la peau d'un homme et dans ce que tu appelles toi-même le monde assez macho du journalisme. Tu as décidé par la suite de changer pour une industrie qui serait plus ouverte aux différences et c'est à ce moment-là, il y a un peu plus de 5 ans, que tu as décidé d'assumer pleinement qui tu es, une femme. Pourquoi avais-tu l'impression que ça serait plus facile en pub et est-ce que ce fut le cas? Ça fut le cas, déjà, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Mais des fois, on décide des choses, j'aime bien que vous dites décider, mais des fois la vie nous porte aussi vers certaines décisions. J'ai été donc journaliste pendant une quinzaine d'années, de 1997 à 2010 à peu près, donc 13 ans. Et j'ai été rédacteur en chef à l'époque du journal Voir pendant 5 ans. J'ai passé 9 ans au Voir. C'était le monde de la culture, de la musique, du rock, du cinéma, tout ça. Et c'est vrai que ce sont des univers qui sont peut-être un petit peu masculins, surtout à l'époque. Ça a changé un petit peu depuis, mais à l'époque, c'était quand même macho. Et je sentais à l'intérieur de moi cette féminité qui voulait sortir, mais je pensais... Une part peut-être à cause de mon éducation, de l'autre à cause tout simplement de l'évolution de la société à cette époque, que c'était quelque chose que je devais ou cacher ou même que je devais me guérir de ça. Et donc j'essayais le mieux possible de vivre une vie d'homme classique, standard, avec tout ce que ça représente, y compris la recherche d'un gros poste, donc rédac-chef, avoir des employés, avoir une autorité, avoir des centaines de milliers de lecteurs, tout ça, là. Ce qu'on associe à la masculinité. Et j'ai vraiment joué ce rôle. Et il se trouve que ma grande chance a été la crise des médias. Finalement, le Voir, on a perdu énormément d'annonceurs qui partaient vers le web. On en parle beaucoup dans l'information en ce moment. Et donc, ça arrivait chez nous déjà il y a 10 ans, en 2010, même après la crise de 2008. Et donc, ils ont décidé de changer la tête du journal pour, je ne sais pas, essayer de trouver quelqu'un qui correspondait plus à ce qu'ils imaginaient être un rédac-chef efficace. Et donc, j'ai été viré. Et simplement. Ben voilà, et cette liberté-là, d'être viré, d'avoir quand même un petit peu le temps de trouver quelque chose, je me suis dit, quitte à changer, autant tout changer. et de vivre sans nécessairement avoir à trop négocier mon identité avec les autres. Et je suis allé dans un milieu que je ne connaissais pas, pour lequel j'avais pas beaucoup d'attachement. Pour être honnête, la pub, j'avais pas énormément de respect pour l'industrie publicitaire. Je pense comme nous tous. Personne ne dit la publicité, quelle belle industrie honnête et bonne pour l'humanité. Donc j'avais un petit peu ces a priori là. Par contre, je savais, ayant visité une ou deux agences à l'époque, que c'était des univers où les gens étaient très libres, plus que dans d'autres industries, parce que la créativité, l'imagination sont des choses, et donc l'expression sont des choses qui sont très valorisées dans cette industrie-là. Et je me suis dit, autant y aller. Je ne connais personne, donc si jamais je me pointe en robe et c'est un scandale, je vais rechanger l'industrie encore et je dirais que j'ai été, je sais pas, traumatisé par le fait que j'avais perdu le Voir et donc je savais plus ce que je faisais, faire un petit mea culpa et puis partir à autre chose. Donc je sais pas si c'est une décision, mais en tout cas c'est quelque chose qui était profondément ancré en moi et il y a eu cette opportunité-là, tardive, pour être honnête, j'avais la mi-trentaine, et je me suis dit, ou quelque chose en moi a dit go. Voilà. Et comment ça s'est passé là-bas? Est-ce que ça a été justement, tu disais ça a été plus facile qu'effectivement qu'ailleurs, dans le monde du journalisme, mais comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été dès le départ? Non, j'y suis allé à tâtons longtemps, c'est-à-dire que je m'habillais peut-être un petit peu de manière plus androgyne, des vêtements de femme
mais qui était inspiré de la garde-robe des hommes. Et même au voir, j'avais commencé à faire ça. Ce qui fait que les gens me regardaient et disaient, tiens, à l'époque, Christophe est dans sa phase un peu poétique, parce que les grandes écharpes, les cheveux longs, et puis les gens ne savaient pas trop quand même, parce qu'ils avaient cette image de moi assez machiste. Et donc, j'ai essayé, ou en tout cas, je me suis donné la liberté d'aller un petit peu plus loin dans mon expression, on va dire, vestimentaire. Mais de là à dire, je suis une femme, ça m'a pris plusieurs années. Et je crois que la première agence où j'étais, puis ça ne sert à rien de citer des noms, mais avait quand même une culture, ou en tout cas, les propriétaires de l'agence étaient tous des hommes. Et il y avait quand même quelque chose d'un petit peu macho. Et puis on sait comment c'est, les fêtes, les filles, machin, tout ça. Et à l'époque, j'avais une copine. Et donc quelque chose que je gardais de mon ancienne vie, c'est pas quelque chose, quelqu'un que je gardais de mon ancienne vie. Et il y avait cette espèce de vision, d'image que je projetais, d'être à la fois très efféminé, mais de l'autre côté encore tombeur, encore tout ça. Un peu comme Prince ou David Bowie, mais sans le talent. Donc c'était un petit peu l'image que j'avais à l'époque. Et j'essayais d'aller plus vers la féminité. C'est drôle parce que les femmes commençaient à m'appeler au féminin, parce qu'à force de voir, après j'ai sorti les robes et tout ça, puis le maquillage et tout. Donc là les gens commençaient à comprendre qu'il y avait quelque chose de très sérieux. Les hommes continuaient à m'appeler au masculin et les femmes au féminin. Et puis, mais ça a été difficile même pour les ressources humaines de me gérer par rapport à ça, parce qu'à un moment j'ai décidé d'aller dans les toilettes des femmes plutôt que dans les toilettes des garçons, parce qu'en robe, dans la toilette des garçons, c'est très difficile. Et j'ai reçu un appel des ressources humaines où ils m'ont demandé d'aller dans la toilette des garçons. Au cas où il y aurait des plaintes, au cas où il y aurait... je ne jette pas la pierre, mais je pense que c'est important de parler de ce genre de choses-là, parce que plutôt que de donner un ordre, probablement que c'est plus intéressant de dire, bon, mais il y a un parcours, il y a quelque chose, comment est-ce qu'on peut t'aider? Sais-tu qu'à tel étage, il y a une toilette neutre qui existait? Est-ce qu'on pourrait l'aménager pour toi? Ce genre de... Plutôt que de donner un ordre et de punir, en quelque sorte, d'essayer d'accompagner. Parce que ce qui facilite pas non plus le parcours, là, si tu as tout le temps des obstacles comme ça. Et c'est ça qui ralentit. Le chemin, ça ralentit. C'est le sentiment de ne pas avoir le droit. C'est le sentiment, je donne une conférence assez régulièrement, et une des choses que je dis souvent, c'est que le genre, ou en tout cas l'expression de genre, dans notre société, c'est une négociation en permanence. Ai-je le droit de me présenter comme ça? Est-ce que je vais être jugé? Et j'ai même eu des situations où certains clients en Europe notamment, ont appelé le bureau parce que je m'étais pointé dans une fête, enfin dans un événement, habillé en femme. Et pourtant j'étais super chic, hein, c'était des loups-boutins, j'avais une robe Diane von Furstenberg, j'étais vraiment, tout était impeccable. Mais c'était chic, mais pas dans le bon genre. Ah oui, hein? Oui. C'était quotidien un peu comme cette bataille-là. C'est au quotidien. Et même aujourd'hui encore, après quelques années d'hormones, vu ma taille, je fais 1m80 et 1m90 sans talons. J'étais dans l'ascenseur tout à l'heure pour venir ici. Tout le monde fait 1m20. Et c'est sûr que quand les gens me voient dans l'ascenseur, cette grande chose, ils ont... alors, c'est en permanence. Et est-ce que ça affectait, disons, ta carrière? Parce qu'effectivement, le temps que tu passes à te soucier de ça, ou en tout cas à te préoccuper de ça, à négocier, comme tu dis, ces choses-là, ben c'est du temps, c'est de l'énergie que tu n'as pas pour mettre sur le travail, ça gruge un peu de l'énergie. Absolument. Je crois que si on est toujours en train de se battre ou de se faire des scénarios dans la tête, qu'est-ce que cette personne voit? Est-ce que cette personne me juge par rapport à ce que je fais ou par rapport à qui je suis, à ce que je représente? Eh ben, l'énergie, elle passe là-dedans. Et c'est très drainant. Et c'est quelque chose avec lequel on vit au quotidien. J'aime bien dire que les personnes des minorités, qu'elles soient sexuelles, visibles, celles qui peuvent faire face au jugement des autres, si la carrière est un match de boxe, eh ben, nous, on commence à se battre en sortant de chez nous. On se bat dans la rue, et puis on se bat pour aller au gymnase, et puis finalement on se bat pour rentrer dans le ring, et là il faut se battre, et il faut se battre après ça pour sortir du ring. Et ça c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas peut-être quand je vivais ma vie d'homme plutôt privilégié. Et comment tu as fait pour dépasser ça avec le temps, j'imagine, à force d'acceptation de ton de l'entourage, que tu as fini par... ça devient un peu moins drainant à force. C'est l'entourage. Oui, hein?
C'est vraiment l'entourage. Et il y a eu un moment charnière quand je suis passé chez Cossette, où Mélanie Dunn, la présidente de Cossette, m'a dit, alors qu'on allait à un pitch, les pitchs c'est là où on va vendre notre salade à des clients, et c'était un client qui me connaissait déjà, que j'avais déjà eu à l'époque dans une autre agence, et qui me connaissait plutôt en homme. Et là, je lui ai demandé, comment est-ce que tu vas me présenter? Et elle m'a dit, je vais te présenter comme une femme, c'est ça que je vois, c'est ça que tu es. Et ça, c'était avant la transition médicale. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai le droit, parce que c'était une présidente d'agence, la plus grosse agence au Canada, et là, tout d'un coup, non seulement c'était la femme, Mélanie, qui me disait ça, et c'est très bien au niveau interpersonnel, c'est très enrichissant, mais aussi le système. Oui. L'organisation. L'organisation, quelqu'un avec un titre de CEO qui me disait ça. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, et ça m'a donné le courage, en quelque sorte, d'aller faire les démarches qu'il faut pour obtenir le droit de prendre les hormones et continuer dans cette voie-là. Et depuis ce moment-là, ça fait 5 ans que je suis chez Cossette, et cet appui-là, il est total et permanent. Et j'aime bien dire que j'ai eu la chance d'avoir un certain traitement spécial, c'est-à-dire que des accommodements raisonnables, en quelque sorte, parce que, c'est difficile physiquement la transition. Il y a des moments, par exemple, à cause des hormones, les effets secondaires, j'ai eu un caillot dans ma veine jugulaire, j'ai dû arrêter quelque temps, j'ai dû arrêter les hormones, reprendre, tout ça c'est très difficile sur le corps. Alors il se peut de temps en temps que je dois prendre un après-midi off parce que c'est dur, et personne ne me le reproche, et personne ne doute même de ma capacité à livrer la marchandise, malgré le fait que je passe à travers c'est quand même quelque chose d'assez challengeant physiquement. Et d'avoir donc cette confiance d'un côté, et en même temps partager les mêmes ambitions de mes collègues. D'être toujours, d'avoir exactement le même niveau de dureté par rapport à ce que je dois livrer. Il faut que ça soit bon. Donc il n'y a pas d'excuse, mais en même temps il y a la compréhension. Et ça c'est très très fort. Précieux, et c'est vraiment ce qui m'a permis à non seulement évoluer en tant que femme, mais aussi évoluer dans ma carrière. Oui. Complètement. Dis-moi, dans la conférence dont tu parles, effectivement, perdre mes privilèges, ce que devenir une femme a appris du leadership. Bon, effectivement, tu expliques comment le fait d'être propulsée dans la réalité d'une minorité sexuelle visible a transformé ta perception du monde du travail et ta vision du leadership. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui a changé particulièrement? C'est un peu le revers de la même médaille. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose de complexe, et quand tout d'un coup on se rend compte du poids du regard des autres en permanence, on a tendance peut-être en tout cas moi, j'ai découvert peut-être plus de compassion que je n'avais à une autre époque. Donc ça m'a aidé. Peut-être je me suis un petit peu plus, je suis plus ouverte aux autres parce que je dépends beaucoup plus aujourd'hui de la bienveillance des autres. Et mon bonheur vraiment dépend de la manière dont je suis perçue. C'est-à-dire que si on me traite avec de la haine, je vais être malheureuse. Si on m'accepte, je vais être bien. Et je me rends compte qu'on est tous à peu près comme ça. C'est sûr que c'est peut-être moins sur des niveaux de haine, de rejet au point de vue identitaire, mais le jugement, il existe pour tout le monde. Le regard des autres, il existe pour tout le monde. Et donc, il faut faire peut-être un petit peu plus attention à ce qu'on dit, comment on le dit, et puis vraiment voir que chacun a une histoire. Que chacun vit ses trucs, tout le monde a ses emmerdes. Et donc, je pense que ça m'a donné une certaine compassion par rapport à ça. Donc, plus d'écoute, plus de douceur, peut-être des priorités aussi un petit peu plus... Je comprends que la game, on va dire, le jeu de devoir gagner, être les meilleurs, la croissance, tout ça, ce sont des choses importantes dans la vie d'une entreprise. Et je pense qu'un homme plein de testostérone aura tendance à dire qu'il n'y a que ça qui compte. Ouais. Or, là aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plein d'autres choses. Et qu'une entreprise, c'est pas juste livrer des résultats, c'est aussi faire croître des gens, c'est aussi construire une famille, c'est aussi être là pour les employés parce qu'on passe la majorité de nos vies au sein d'entreprises et donc ça devient des environnements extrêmement importants. C'est quelque chose auquel je ne pensais pas du tout à une époque. Je ne pensais qu'aux résultats, qu'aux produits. Oui. Et donc, ça évolue. Et je pense que ça évolue dans toutes les industries, dans toutes les organisations, de par le fait qu'il y a effectivement beaucoup plus de diversité, de toutes
c'est-à-dire qu'il y a plusieurs générations en même temps qui travaillent, les milléniaux, les boomers sont encore là, les gens de toutes sortes d'origines. Et donc, ça force les organisations nécessairement à avoir un œil un peu plus ouvert parce qu'ils sont obligés de travailler avec des gens de toutes sortes de parcours de différence. Et donc, ça vient avec. Et il y a beaucoup on en parle beaucoup du leadership de compassion, etc. Donc, je pense que c'est une tendance qui s'installe de toute façon. Et je pense que ça peut juste effectivement aider les gens qui ont des besoins différents, qui ont des parcours différents. Et je pense qu'on va voir cette tendance-là encore plus dans les années à venir. Et je pense que c'est rassurant aussi de voir ça, de voir que de toute façon, les organisations s'en vont vers comment on peut aménager cette diversité-là, comment on peut la nourrir, l'alimenter, l'encourager. Et au contraire, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment qu'on va... Je vois en tout cas plus un aspect plus positif à ça envers la diversité, que c'est comme si c'était auparavant un fardeau, alors que là, c'est une richesse. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va voir un peu. Je ne sais pas si tu le vois aussi ailleurs dans d'autres domaines ou chez tes clients, par exemple. Ah oui, absolument. D'ailleurs, beaucoup de mes clients m'invitent à parler dans leur entreprise. Mais le challenge, évidemment, c'est comment est-ce qu'on peut être conciliant avec les gens, les comprendre, savoir que chacun a son histoire et en même temps, tout en restant intransigeant sur le résultat. Ouais. Et ça, c'est pas facile parce que c'est dur de trouver cet équilibre-là. Quand est-ce qu'on est dur et quand est-ce que dur, c'est-à-dire quand est-ce qu'on demande beaucoup aux gens, parce que des fois il faut demander beaucoup aux gens, et quand est-ce qu'on est compréhensif, et c'est trouver cet équilibre-là aussi. Et des fois, l'inverse est vrai, c'est-à-dire parce que peut-être ma réalité peut être plus difficile que d'autres personnes. Quand je vois des gens qui se plaignent alors qu'ils ont accès à tout ce que la société a à offrir, c'est-à-dire le droit d'avoir une famille, le droit d'être aimé, le droit... Parce que quand on est trans, personne nous aime, hein, on ne rentre pas dans les cases, malheureusement. Donc c'est vraiment une vie... Il y a plein de côtés négatifs là-dedans. Et des gens qui ont tout et qui se plaignent parce que le client a gueulé ou parce que ils sont fatigués ou c'est pas exactement, leur vie n'est pas exactement... J'ai envie de leur foutre des claques. Et donc ça, il faut que je me calme par rapport à ça, parce que j'ai tendance à dire... à catégoriser les gens des fois en disant cette personne qui vit quelque chose de très grave, qui a le cancer ou machin, ça c'est une vraie personne qui vit quelque chose, et l'autre c'est de l'enfantillage. Et peut-être que c'est bien aussi de garder ça et puis de dire aux gens en passant wake up call là, ta vie est pas si mal que ça. Mais donc il faut garder ces compassions, cette compassion-là, ou en tout cas le fait d'être une minorité peut me donner de la compassion, mais ça peut aussi me donner une certaine dureté. Oui, je comprends, effectivement. Parce que de ce que tu as vécu et tout ça, à un moment donné... Mais c'est ça, moi quand je marche par exemple dans la rue et que tout le monde me dévisage, ou une personne sur trois me dévisage, ou me regarde comme avec surprise et tout ça, et que là, il y a quelqu'un qui se plaint parce que le métro était en retard, vraiment, je comprends. Oui. De quoi tu te plains? Mais j'étais comme ça à une époque aussi. Mais parce que tout le monde est dans sa bulle aussi. C'est vraiment ça, c'est pas quelque chose qui change. En publicité, on dit souvent qu'il faut trouver le bon insight. C'est un peu votre motto aussi pour faire une campagne réussie. Mais selon toi, ce sont les biais et croyances personnelles qui sont à l'origine des concepts publicitaires. Tu dis, toi, que tu ne fais plus confiance à tes propres biais parce qu'ils ont vraiment changé. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces biais? Parce que c'est vraiment le thème cette année de notre programme, c'est-à-dire les biais inconscients, comment ça joue sur la façon dont on agit. Il y a des biais conscients et des biais inconscients aussi, parfois, et comment on en prend conscience et comment on les dépasse, en fait. J'avais une idée, je me faisais une idée, on va dire, intellectuelle, une construction mentale de ce que allait être la transition. Je me disais, je sais que ça va être difficile, même en commençant, je savais que ça allait être difficile. En le vivant, c'est beaucoup plus difficile que je le pensais. Et savoir quelque chose et le vivre, ce n'est pas la même chose. Et évidemment, même si on parle de la même situation, l'ayant vécu ou pas, l'avoir vécu, ça amène une profondeur supplémentaire. Et donc je me dis, si moi, je ne pouvais même pas imaginer ce que c'était qu'être translétant, je ne peux pas imaginer ce que c'est qu'être noir, je ne peux pas imaginer ce que c'est, je ne le sais pas, il faut le vivre. Je dis pas qu'il n'y a pas d'universalité, je dis pas qu'il n'y a pas des choses qui nous rassemblent, évidemment il y en a, mais moi je ne fais plus confiance du tout à mes insights, entre guillemets. En tout cas, j'essaye parce que
évidemment, je suis obligé d'en trouver. Et alors, des vérités universelles, il faut en trouver en pub. Mais je me pose la question. Est-ce que c'est mon éducation? Est-ce que c'est ma vision du monde que je mets de l'avant et que j'essaye de vendre à un client? Ou est-ce que c'est la réalité? Et donc, on vit dans une époque plutôt intéressante par rapport à ça, parce qu'on a des outils, les données, le temps que les gens passent sur les contenus qu'on crée. Est-ce que ça les intéresse? Est-ce que ça les intéresse pas? Qu'est-ce qui les touche? Tout ça, on commence à avoir accès en tant que publicitaire à ces données-là, et je trouve qu'on les regarde pas assez en publicité, et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui s'assoient dans une salle, qui cherchent l'inspiration, qui trouvent un truc, et on appelle ça un métier. C'est peut-être un métier, mais en fait, on fait juste véhiculer des clichés. Oui. Et en tant que femme leader, est-ce que tu observes qu'il y a des billets aussi qui ont changé, ou que tu arrivais avec une préconception de ce que c'est qu'être une femme leader, gérer une équipe, etc. Est-ce que ça a aussi joué dans ton parcours? Sans doute. Je ne sais pas à quel point j'y pense en tant que maintenant femme leader par rapport à ce que j'étais homme leader avant. C'est sûr qu'on me demande beaucoup de faire la comparaison dans ce genre de rencontres, mais j'imagine que je fais preuve de plus de compassion. Mais est-ce que c'est parce que j'ai aujourd'hui l'équilibre hormonal d'une femme, le cerveau d'une femme, parce que les hormones vraiment ça change tout. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est le fait que j'ai vécu des expériences dures, et donc évidemment ça me et l'âge, le fait à 20 ans on n'est pas le genre de leader qu'on est à 40, donc il y a tout ça. Est-ce que c'est féminin ou masculin? Je ne sais pas. Mais je sais que quelqu'un qui est de toute manière leader, faut trouver cet équilibre-là, comme je disais tout à l'heure, entre des objectifs extrêmement ambitieux d'un côté et beaucoup de compassion de l'autre, surtout pour les gens qui travaillent beaucoup pour aller chercher ces objectifs-là. C'est eux qu'il faut protéger. C'est les gens qui comprennent qu'on a des objectifs et puis qui se donnent. Et comment est-ce qu'on peut accommoder ces gens-là le plus possible? Ça, c'est important. Tu parlais tantôt du rôle que les organisations ont à jouer. Tu as eu la chance d'avoir une boss qui était compréhensive, et tu as ouvert des portes aussi dans le contexte de diversité et d'inclusion. Donc, qu'est-ce que tu penses que les organisations peuvent faire de plus? Bon, en publicité, ça aide, comme tu disais, c'est un monde créatif, il y a un aspect un peu libre, mais c'est pas le cas de toutes les industries, bien sûr. Alors, comment tu penses que les organisations peuvent faciliter, et pas juste tout le monde, là, en général, les femmes, les trans, tout ça, comment on peut faciliter cette inclusion-là dans les organisations? Mais justement, même chez nous, parce qu'en partie, je faisais ces conférences et d'autres personnes aussi à l'intérieur de l'organisation ont commencé à partager leur histoire, on s'est rendu compte que, les trans ont besoin de ce genre de service. Ah oui, mais les personnes qui ont des problèmes de santé mentale ont besoin de ça, et les personnes qui ont une mobilité réduite ont besoin de ça. Et tout d'un coup, on a commencé à réfléchir, notamment par exemple pour les assurances, aux services qu'on offre à nos employés. On est en train de réfléchir à tout ça. C'est quelque chose d'extrêmement important, et avec une certaine humilité, c'est-à-dire qu'on se dit, on n'est pas parfait sur tout, loin de là. Comment est-ce qu'on peut améliorer chacun de ces éléments-là? Donc je pense que la première étape, c'est regarder son organisation avec une certaine froideur, avec un certain recul, et dire qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait pas bien, plutôt que d'essayer de se justifier. Ça, c'est le premier truc. Souvent, les entreprises ont tendance à aller dans le discours, je dirais presque justement publicitaire, c'est-à-dire qu'ils vont faire des grandes campagnes avec arc-en-ciel, changer le logo, machin, et ça, ils font ça entre eux pour montrer à la communauté et tout ça, se donner bonne conscience. Mais qu'est-ce qu'ils font vraiment à l'intérieur de l'entreprise où les gens vivent 12 heures par jour? Et c'est là où on doit regarder. Et ça, c'est des choses qui sont souvent pas très sexy, moins sexy que de faire une campagne de sensibilisation où on se met de l'avant, mais c'est réfléchir aux toilettes, c'est réfléchir à l'escalier, c'est réfléchir à est-ce qu'il y a de la place pour un fauteuil roulant dans l'ascenseur. C'est ce genre de choses-là, et ça requiert des fois des investissements, ça requiert du temps, c'est quand même complexe à mettre en place, et c'est pas toujours amusant. Donc, il faut le faire. C'est ce qui fait la différence. Voilà, c'est l'action plutôt que le discours. Et nous, dans mon industrie, la publicité, on parle. On parle pour les autres souvent, mais on ne fait pas beaucoup. C'est vrai qu'on devrait regarder aussi à qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Est-ce que tu as l'impression que les mentalités évoluent par rapport aux transgenres? Est-ce que prendre la parole comme tu le fais, tu as l'impression que c'est essentiel, ça fait partie de cet effort-là
pour essayer de briser les tabous, de faciliter la connexion avec les autres? Alors déjà, ça évolue parce que j'ai moins peur dans la rue. Ah, ouais. J'ai encore peur le soir, j'ai encore peur dans certains quartiers, j'ai toujours peur évidemment, mais quand je marche dans la rue aujourd'hui, c'est plus facile qu'il y a 10 ans. Donc déjà, il y a ça. Alors c'est sûr que peut-être aussi je sais mieux me maquiller, tout ça, et puis les hormones, ça aide, mais malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus d'acceptation. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que les gens détournent le regard, ronchonnent un petit peu, mais se disent « Ah, c'est une de ces patentes-là, j'en ai vu dans le journal, ok, on est rendu là. Ça existe, on est rendu là. » Ils ne sont pas contents, il n'y a pas de compassion, mais au moins, il y a 5 ans, il y a 10 ans, on m'insultait dans la rue toutes les semaines. Hein? Et donc là, ça s'est passé. Ouais, okay. Les gens et la peur au ventre quand on sort dans la rue, là, de dire est-ce que c'est aujourd'hui que ça va m'arriver, ça c'est voilà. Par contre, aujourd'hui, aux États-Unis, en Europe, en France, en Angleterre, il y a une épidémie de violence contre les trans. Aux États-Unis, il y a 18 femmes trans qui ont été assassinées depuis janvier. La semaine dernière, il y a une femme trans, une activiste trans qui s'est fait battre à Paris, et quelqu'un qui l'avait reconnu d'Instagram, qui lui a dit « Ah, c'est toi le Travelo sur Instagram » et qui l'ont tabassé. Il y a une femme trans en Floride qui s'est fait menotter la semaine dernière, tiré dessus, et ils l'ont mis dans une voiture et ils ont foutu le feu à la voiture. Ça, c'était en Floride la semaine dernière. Une autre femme a été abattue par son amant, on pense aussi la semaine dernière aux États-Unis. Ça arrive tout le temps. Donc, il y a aujourd'hui un mouvement politique d'extrême droite, oui, très fort qui aujourd'hui nous menace partout et nous sommes une cible facile. Donc, même si ça va mieux dans certains cercles, il y a des gens aujourd'hui assez hargneux qui aimeraient en découdre avec nous et qui nous voient comme une sorte de symbole d'un déclin de notre civilisation. Parce qu'on met en péril l'équilibre homme-femme, les valeurs traditionnelles, etc. Même le pape a dit que nous étions un affront à la nature. Alors quand le pape dit ça, c'est sûr que ça veut dire qu'il y a des millions de personnes qui disent « Ok, c'est vrai ». La seule différence aujourd'hui, je dirais, c'est que il y avait une belle citation de Janet Mock, qui est une scénariste américaine, trans, auteure, scénariste, journaliste. Et elle a dit, je le dis en anglais, but now is not the time for pride, now is the time for anger. Et je crois que la différence aujourd'hui, c'est que la communauté trans ne se tait plus. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Essentiellement. Je sais qui je suis, alors... Je sais qui je suis. Et c'est vrai il faut pour être les prêt femmes à se aussi, battre. hein. C'est vrai pour les femmes aussi. C'est vrai pour les femmes, pour les minorités, pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. Voilà. Tout le monde ose maintenant prendre la parole, dire les choses, pas se laisser intimider. Et puis là, on s'est dit, mais on peut plus dire quoi, on peut plus faire de blagues, on peut plus... Non, c'est plus difficile aujourd'hui de faire des blagues au détriment des gens. Et c'est tout à fait normal. Merci vraiment pour cette conversation vraiment super éclairante. Merci sur ta réalité, sur tout ça. Ça ouvre beaucoup de portes dans mon esprit sur toutes sortes de choses. Merci infiniment. Ça m'a fait plaisir. Merci. Femmes innovantes est une série de balados produite par Randstad Canada dans le cadre de son programme Les femmes qui transforment le monde du travail. Pour en savoir plus sur notre programme Les femmes qui transforment le monde du travail, visitez le site randstad.ca/femmes. Merci de votre écoute.